Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Club Spotter. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Guillaume, qui est l'un des deux cofondateurs de l'agence CRS. Guillaume, je suis ravie de te recevoir et je te laisse te présenter. Hello Blandine, bah merci pour cette invitation. Petite présentation, du coup moi Guillaume, cofondateur voilà de CRS avec Simon mon associé. Donc nous on a une agence de CRM, donc on est partenaire avec Spot. On fait soit des implémentations, soit de l'administration sur des comptes existants Spot. Et après on gravite sur plusieurs sujets CRM, un peu d'acquisition. Voilà, on est un peu des couteaux suisses par rapport à ça. J'ai fait des études de base en finance, finance côté entreprise. Et en fait, j'ai toujours voulu, quand j'étais étudiant, monter un projet un peu d'e-commerce lié au marketing, etc. Et donc, forcément, c'était pas lié à la formation que je faisais. Et donc, j'ai toujours décidé d'orienter mes compétences, mes stages et toutes les expériences que je pouvais avoir autour de ce que j'aimais. Et là, en l'occurrence, bah, c'était le marketing. Euh, et donc, je suis allé faire donc un premier stage en marketing qui était un peu significatif pour moi aussi parce que bah, je partais aussi de la France et je suis allé à Londres faire un stage chez Mail.com qui aujourd'hui n'existe plus malheureusement, ou en tout cas, je crois qu'ils se sont fait racheter. Voilà, en tout cas, c'est pas très bien passé pour eux, mais qui était vraiment significatif pour moi parce que bah, c'est là où je commençais à découvrir un peu le marketing, l'acquisition, euh, regarder voilà ce que c'était une startup aussi, parce qu'à l'époque c'était une startup et c'était une belle startup euh, anglaise. Et par la suite, j'ai enchaîné, donc j'ai vraiment aimé ce que j'aimais faire directement chez eux, et j'ai enchaîné sur un stage plus dans une petite start-up à Paris qui s'appelle Inch, qui existe toujours. Et c'est là où j'ai rencontré Simon, mon associé. Donc on a commencé à travailler ensemble, on s'est bien entendu, et sur la fin de mon stage chez cette start-up-là, bah, j'ai continué en freelance pour lui, et donc on a commencé petit à petit voilà à prendre des projets à droite à gauche. Donc lui commençait à travailler à mi-temps dans cette startup là et avait quelques projets parce que lui est canadien, donc il avait des projets au Canada, donc il me refilait des projets du Canada directement, et on travaillait à deux sur certains sujets. Donc au début c'était un peu de tout, c'était un peu le début du gros hacking. Ça fait 6 ans maintenant que CRS existe. Et en fait, à l'époque, c'était le début du gros hacking. C'était un peu le mot phare du moment. Et donc, on commençait à avoir des missions tout autour du gros hacking. Donc, au début, c'était surtout en fait du scrapping, cold mailing. Ouais. Ça s'arrêtait principalement à ça parce que bah, il n'y a pas d'outils qui existent aujourd'hui comme des lemlist, des Melia, des Instantly, voilà tous ces outils-là qui existent aujourd'hui, et encore moins des outils de scrapping comme Phantom Buster, ou directement maintenant les logiciels intègrent tout un système de base de données. On n'a même plus besoin de scraper. À l'époque, c'était pas ça. Donc nous, on avait un petit script Python où on passait directement par l'Inde avec des personnes qui faisaient le scrapping pour nous, soit en codant ou soit même de manière assez drôle, parce qu'on voyait des fois la personne écrire à la main. Donc c'est-à-dire que il copiait l'information et on le voyait en live sur Google Sheet écrire à la main directement. Bon, en tout cas, le résultat c'était le même parce qu'on avait l'ensemble de nos fichiers scrappés. On faisait aussi un peu de Google Ads, voilà, pas mal d'acquisitions, et c'était orienté toujours autour de ça. Et donc au fur et à mesure, on commençait à avoir des projets, et on s'est dit bon bah pourquoi pas monter notre agence. Alors, on a eu la chance d'avoir au début un premier prospect qui était Launcher, qui est aujourd'hui Swile, qui nous a fait confiance sur la partie gross hacking, et qui avait comme CRM, alors je crois qu'à l'époque c'était HubSpot et Salesforce, si je dis pas de bêtises. Et c'est là où on s'est rendu compte en fait on maîtrisait quand même assez bien HubSpot, on l'avait quand même utilisé pas mal dans la startup précédente. On l'exploitait pas mal aussi sur tous les sujets d'acquisition et en reliant un peu notre côté gros hacking directement avec HubSpot. Et donc c'est là où on s'est dit ok, bah il y a peut-être quelque chose à faire. Surtout que bon, on s'entend que il y a 6 ans, gros hacking, il y avait pas mal de startups, etc.
qui est arrivé. Les startups qui commencent, bon, bah, généralement, ils n'ont pas beaucoup de budget, ils en veulent beaucoup. On va dire que c'est pas le client idéal sur le papier. Et vu qu'on connaissait HubSpot, on s'est dit bon bah pourquoi pas faire un switch côté HubSpot, puisqu'on peut quand même faire en fait tout ce qu'on sait faire en marketing, en gros hacking, et le relier à HubSpot. Donc on a eu le partenariat, je crois, il y a 5 ans avec HubSpot. Et de là en fait, alors on a toujours gardé cette fibre un peu gros hacking. Bon maintenant, je sais pas si c'est vraiment du gros hacking actuel, mais on va dire que on a cette fibre acquisition, marketing qu'on relie à la partie CRM. Et voilà. Hyper cool comme présentation. Comme dans chaque épisode de Club Spotter, c'est toi qui as choisi ton sujet et tu as décidé de nous parler de la partie, alors en cohérence avec ce que tu nous as dit juste avant, marketing d'HubSpot, et on n'en parle pas souvent aussi, donc c'est très chouette. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as choisi ce sujet, de quoi tu aimerais nous parler en particulier, et pourquoi nous parler de marketing finalement? Ouais. Alors pourquoi parler du marketing? Alors déjà parce que HubSpot historiquement n'avait pas cette partie CRM en fait. C'était surtout un outil marketing. Je crois même qu'à l'époque Salesforce voulait racheter HubSpot. Mais je te parle de ça il y a un petit moment, je crois que c'était il y a plus de 10 ans, sur vraiment le début de Spot. Alors peut-être que ils auraient dû, euh, ils auraient dû peut-être faire ce move parce que bon, aujourd'hui, Pardot, on va dire que je le trouve moins performant ou Marketing Cloud moins performant qu'un Spot. Mais c'est aussi pour ça que en fait la connexion entre les deux est aussi bien faite aujourd'hui. Mais du coup, pour revenir à Spot et Spot Marketing, donc c'est un peu un outil phare aujourd'hui, je pense, dans l'écosystème, euh, de par le fait que il est assez robuste et assez puissant. La plus grosse force en fait de Spot aujourd'hui, pour moi, bon, bah, c'est son intégration aujourd'hui à tout l'écosystème parce qu'aujourd'hui il propose le CRM, il propose le marketing, il propose le service. Euh, Tu peux avoir ton site directement aussi sur Spot, même si sur ça je pense que bon, il y a d'autres CMS plus puissants que Spot, mais en tout cas voilà, on, on peut avoir l'ensemble de son funnel et l'ensemble de tout ce qu'on peut faire dans une boîte directement dans le Spot. Euh, donc sa grande force, c'est voilà son intégration directe au CRM et à sa partie service qui permet d'avoir en fait sur l'ensemble de ton funnel, que ce soit haut de funnel, milieu ou bas de funnel ou une fois que la personne est cliente, d'avoir l'ensemble de la stratégie qui se fait directement dans HubSpot. Sur la partie marketing, sa grande force, c'est la partie workflow. Donc aujourd'hui, alors il y a des équivalents sur certains logiciels, mais on va dire que sur sa puissance, HubSpot reste quand même, pour moi, le numéro un sur cette partie marketing et cette partie workflow qui permet d'automatiser beaucoup d'actions marketing, notamment de l'envoi d'email, de la segmentation, du retargeting sur des réseaux sociaux, en ads, euh, diverses actions liées directement au CRM, de propriété, de nettoyage, d'implémentation. On peut également rajouter du code custom pour directement voilà, définir par exemple un webhook avec une autre app, etc. Voilà, la partie workflow est est vraiment super puissante chez HubSpot. Et sur toute la partie en fait HubSpot marketing, tu vas avoir plusieurs volets que tu pourras utiliser. Donc bon, tu as la partie landing page euh, qui qui au premier abord n'est pas forcément la plus sexy, comme j'ai dit précédemment avec le CMS qui est pas le plus performant, mais qui permet néanmoins en fait d'avoir tout un système de tracking déjà intégré avec HubSpot. Et c'est surtout sur la partie landing page, tu vas pouvoir par exemple en acquisition facilement dupliquer des landing pages avec des mots-clés. Par exemple, tu fais des campagnes ads, tu fais tes campagnes ads avec un groupe de mots-clés, et ben tu fais une landing page liée à ce groupe de mots-clés et tout est relié directement.
Si on parle par exemple sur les ads, je pense que pour moi c'est une des fonctionnalités les plus sous-cotées de Spot, c'est la partie ads de Spot, parce qu'en fait, il permet aujourd'hui de faire quelque chose de très puissant, c'est de utiliser en fait une audience que tu auras créée directement dans le spot via une liste par exemple, et tu peux directement la retargeter en ads. Ce qui est assez puissant. Et avec Breeze notamment, maintenant tu peux aller encore plus loin, je crois, en termes de mise en avant de ton produit, donc Breeze qui est l'intelligence artificielle de HubSpot. A priori, ça te permet d'aller beaucoup plus loin dans la conception de sa landing page euh, grâce à l'IA. Ouais, c'est ça. En fait, c'est un accélérateur. Alors, on s'entend que on va pas laisser à 100% l'IA Comme tout toutes faire les parce IA. qu'aujourd'hui, c'est ça. Aujourd'hui, tout le monde l'utilise, donc bon, on est un peu cramé là-dessus. Mais en tout cas, c'est une bonne base et je pense qu'aujourd'hui, tout le monde utilise un peu ChatGPT, au moins pour un premier draft et après qu'on vient retravailler derrière. Mais ça, c'est sûr que c'est un accélérateur. Euh, voilà. Après, à voir ce qu'ils vont pouvoir faire dans le futur avec justement ces ads. Il y a quand même pas mal de choses. Donc la partie content qu'on connaît tous, mais potentiellement voilà définir des audiences automatisées en fonction de certaines données, etc. Ça, je pense que dans le futur, ça serait un bon ajout côté ads. Alors bon, c'est un bon ajout côté marketing de notre côté. Alors côté client, je sais pas parce qu'ils vont plus se faire harceler. Ou en tout cas, vont plus recevoir de la pub personnalisée, mais en tout cas de notre côté, ça risque d'être de bons outils pour nous. J'ai une question. Quand tu parles du marketing hub, tu as parlé de beaucoup de choses, des landing pages, des flows, de la segmentation. Pour toi, qu'est-ce qu'il est important de penser en premier lieu quand on parle du marketing hub d'HubSpot? Quels sont les essentiels à avoir quand on commence avec HubSpot? Quels sont les essentiels à paramétrer? Quelles sont les choses auxquelles il faut vraiment faire attention quand on paramètre HubSpot? Ouais. Alors, je pense qu'il y a plusieurs choses. La première, la plus importante, c'est au niveau de la data. Il faut absolument que sa data soit clean, claire. Quand on fait une intégration au spot, il faut regarder le nombre de propriétés qu'on a, il ne faut pas de doublons, il faut que l'information soit précise, privilégier au maximum des listes déroulantes aussi pour éviter les erreurs de personnes qui vont devoir taper, et automatiser le plus de choses possible. Alors, c'est pas tout le temps le cas, mais en tout cas, moins il y a d'actions manuelles à faire dans le spot et, euh, et plus ça sera facilement gérable euh, pour paramétrer son spot. Sur la partie segmentation, une fois qu'on a cleané la donnée et qu'on a fait en sorte que sa donnée soit claire, c'est toute la partie segmentation. Donc regarder, commencer à se faire des segments, regarder en fonction de l'ICP, en fonction des personas qu'on a, etc. Donc ça dépend bien sûr du type de boîte, de qui on adresse, etc. Mais c'est de commencer à faire ce travail de segmentation pour voilà avoir une vision claire de tous les segments qu'on peut avoir et tous les marchés qu'on peut, en tout cas toutes les actions marketing qu'on peut adresser par rapport à ces segments-là. Et dans toute cette segmentation-là aussi, il faut avoir une vision claire de tout son funnel. Donc, on peut avoir plusieurs séparations de listes en fonction de tel endroit du funnel. Par exemple, on pense souvent au haut de funnel parce que bah, naturellement, c'est là où on va faire l'acquisition, ou c'est là où on va le plus travailler. Mais il faut aussi penser tout le long du funnel. Et notamment ça, c'est des erreurs que je vois très souvent chez des clients qui se focalise souvent sur la partie lead en fait de Spot. Mais une fois que la partie lead est passée par exemple en MQL ou directement plus loin dans le funnel en SQL en opportunité, là généralement il y a moins d'action. Quand on pense nurturing, généralement on pense nurturing lead. Quand on pense scoring, on pense scoring du lead pour le faire passer en MQL, etc. Euh, et sur la suite du funnel, on y pense un peu moins parce que bah voilà, le but c'est de générer du MQL, que les commerciaux
Après, bon, voilà, ça dépend de la structure de l'entreprise, mais les SDR, les BDR, les commerciaux travaillent le lead. Imaginons que le lead était dans la bonne target, ICP a eu un bon score, mais malheureusement, ça l'a pas fait parce que bah, problème de timing, X problèmes en général. Qu'est-ce qu'on fait de cette, qu'est-ce qu'on fait de cette, qu'est-ce qu'on fait de cette cible-là? Eh ben, aujourd'hui, avec le spot marketing, bah, on a la possibilité justement de voir l'ensemble de son funnel. Donc toutes les actions qu'on va pouvoir faire en fait en haut de funnel, on va pouvoir aussi le faire en milieu de funnel ou en bas de funnel pour aider les commerciaux. Après ça, tout dépend de chaque stratégie. Je sais qu'il y a des entreprises qui veulent pas que les commerciaux aient la partie marketing en bas de funnel s'allient parce que il peut y avoir des problématiques de communication, par exemple envoyer un mail à une personne où il fallait un peu laisser du repos, c'est peut-être pas le bon timing et le bon moment. C'est cet objectif-là en fait de segmentation, de regarder sur l'ensemble de son funnel toutes les actions qu'on peut faire tout au long du funnel. OK, hyper clair. Hyper clair et pour le coup, même si les actions sont différentes, tout au long du funnel, il y a quand même des facteurs, communs, qui est notamment tu évoqué cette notion de data, qui est hyper importante et on en a parlé dans pour le coup, la partie sales dans d'autres épisodes, mais, d'avoir toujours cette notion de data et notamment, quand on crée des propriétés, quand on c'est qu'est à quoi ça va servir et quelle va être l'analyse derrière, et c'est un peu pareil finalement, dans le marketing, hub. C'est, vraiment, quelle va être la finalité du process pour, définir au mieux, le process lui-même. Hem, comment toi tu fonctionnes quand tu travailles ce process marketing avec tes clients? Est-ce que tu as des questions que tu leur poses, en première instance, pour, définir plus précisément les paramètres? Et quelles questions tu conseillerais, à l'audience de Club Spotters, de se poser avant de définir une stratégie marketing, avec HubSpot? Ouais, alors nous de notre côté, il y a quand même une phase assez importante de workshop à faire avec le client pour définir déjà, premièrement, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Mmh. Est-ce qu'il fait du nurturing? Est-ce que s'il souhaite faire du nurturing, est-ce qu'il a assez de contenu? Est-ce qu'il peut produire assez de contenu? Est-ce que, je sais pas, même d'un point de vue basique, est-ce qu'il fait une newsletter? Donc ça, sur la partie contenu. Est-ce qu'il fait de l'ads? Est-ce qu'il fait, si on parle haut de funnel, est-ce qu'il fait du call mailing? Est-ce que, voilà, toutes les actions en fait qui produit aujourd'hui, est-ce qu'il fait des events physiques aussi? Ou tout type d'event, podcast, webinar, etc. Voilà, tout l'ensemble des actions qu'il peut faire aujourd'hui. On regarde ce qu'il fait aujourd'hui, on regarde comment c'est traduit dans un spot aujourd'hui. En général, s'ils font appel à nous, c'est qu'il y a un décalage. C'est-à-dire que ce qu'ils font ou ce qu'ils aimeraient faire, ils n'arrivent pas forcément à le faire dans le spot ou bien l'articuler. Et, euh, et en fait, par la suite, on va se poser aussi sur justement ce qu'ils ne font pas, ce qui serait bien de faire. Par exemple, cas classique, nurturing, je pense que souvent en fait, on nous parle de nurturing et souvent il y a pas mal de boîtes qui veulent faire du nurturing. Euh, donc on regarde ensemble voilà leur stratégie, les contenus qu'ils ont, si c'est pertinent d'en faire, leur scoring aussi, pour essayer un maximum de lier ça au scoring. Donc j'en parlais précédemment, donc il y a des scorings côté lead, mais on peut également en faire plus loin dans le funnel, avec aussi deux types de scoring. Il peut y avoir un scoring plus marketing et un scoring plus ICP, pour regarder si voilà le client est bien dans la cible, parce que peut y avoir par exemple, un stagiaire qui ouvre toutes les news et qui participe à tout, mais malheureusement, l'ICP est proche de zéro, donc voilà, c'est bien d'avoir un mix des deux. Regardez s'ils ont déjà mis en place ce système-là, et se poser en fait sur toute l'architecture. Sur toute l'architecture et tout le long du funnel, toutes les actions, voilà, tout le scoring et aussi le tracking, parce que on néglige pas mal le tracking. Tu parlais d'enrichissement de données, donc il y a l'enrichissement de données euh, par rapport à, bon, il y a l'enrichissement de données directement des contacts ou des entreprises, mais tu vas aussi avoir tout ce qui va être tracking. Traquer la première touche marketing, traquer la dernière touche marketing. Ça, c'est par défaut dans HubSpot. Malheureusement, aujourd'hui, avec tout le système de cookies, en fait, tu peux perdre de la donnée.
Et donc nous, c'est là aussi où on va travailler sur la partie tracking. Donc regardez si par exemple, classique, ils vont utiliser des UTM pour leur campagne. Regardez comment ça se traduit dans le spot. Pour ceux qui veulent aller plus loin, on peut mettre en place un système de tracking en multitouch pour avoir réellement en fait toutes les touches marketing. Ça, par exemple, tu vois, je parlais un peu sur tout le long du funnel, mais c'est important d'avoir ces actions-là parce que peut-être que tu vas faire une campagne ads qui de base est dédiée à de l'acquisition de leads ou à ton haut de funnel, mais qui en fin de compte a peut-être impacté en fait au milieu de funnel ou en bas de funnel parce que la personne re-recherchait, par exemple, je prends un exemple pour nous, hein, recherche une agence spot, il nous avait en tête, il repart, on l'a travaillé, etc. 6 mois après, il recherche l'agence spot, on réapparaît en premier, il reclique dessus. Voilà, là, il y a clairement un impact de notre campagne ads sur sa recherche d'agence spot. Donc voilà, donc c'est analyser le tracking aujourd'hui, mettre en place un système de tracking, segmenter au maximum, mise en place des actions. Du coup, alors la mise en place d'un système de tracking, la segmentation, revoir toutes les actions marketing qu'ils souhaitent faire tout au long du funnel et l'implémenter par la suite directement dans leur spot. On arrive au moment de l'épisode qui est mon moment préféré pour ceux qui nous suivent, qui est le moment de l'anecdote. Tu nous as préparé, Guillaume, une super anecdote. Je te laisse le micro. Ouais. Alors bon, il faut savoir qu'au début de l'agence, bon, au début de l'agence, on prend un peu tout type de projet. On fait pas la fine bouche là-dessus. Mais en l'occurrence, il y avait un projet en fait de migration de données. Donc de mémoire, je crois que c'était de Dynamics vers HubSpot. Euh, Ok. ou quelque chose similaire. Et en fait, au moment où on fait la migration de données, généralement, on fait la migration de données le soir ou le week-end pour essayer de d'impacter au minimum en fait la donnée pour pas qu'il y ait des commerciaux qui mettent à jour leurs données, leurs pipes, etc. Et donc là, ce client-là nous invite directement dans ses locaux. Et, euh, et donc, il me semble que c'était un vendredi soir, donc rendez-vous 21h, on se fait ça dans la soirée, il nous commande à manger, on est super bien reçu, le mec super sympa, il commence à ouvrir une bouteille de champagne parce que il est super content du fait que voilà, il va faire la migration de données, il change de Dynamics, bon, qui est Bien compliqué sûr. comme CRM, on va dire, vers Spot. Et donc on commence à boire une petite coupe, il commence à sortir du vin, etc. Donc tout se passe bien. Nous, avec Simon, on est en train de travailler sur le sujet. On paramètre tout le sujet. À l'époque, on utilisait un logiciel qui s'appelle Import2, qui permettait en fait de facilement migrer de la donnée. Et, euh, et en fait, au moment où on commence la migration, donc tout se passe bien, le mec est super sympa, il y a ses équipes aussi, enfin une partie de ses équipes. Voilà, bon, on discute, il y a le lancement. Comment est fait en fait Importoo? Il y a une petite barre de progression. On voit exactement, bah voilà, les contacts sont importés, les entreprises, les notes, etc., etc. Donc la barre avance petit à petit. Et là, à un moment donné, ben, ça stoppe. Ça stoppe, on comprend pas pourquoi. On va dire, il n'y a pas de log à l'époque sur une porte donc on pouvait pas vraiment voir d'où venait l'erreur. Donc on recommence une première fois, et là, on sent que voilà, le client, bon, il est 22 heures et quelques, il a pas mal bu, et en fait, il commençait à devenir complètement bourré. Euh, et il commençait surtout à mal le prendre. Alors que bon, on s'entend que voilà, une migration, il peut y avoir Ouais, des problématiques de data, ça peut arriver. Un champ qui est mal mappé, surtout une porte où en fait, il faut vraiment que tout soit carré, sinon en fait ça bloque directement. Euh, Surtout en plus Dynamics qui est pas non plus le CRM le plus flexible. Et donc on commence, ça bloque, ça rebloque, voilà. Et donc là, on commence à avoir bon un petit peu chaud avec Simon parce que bon déjà pour nous c'est un peu gênant, mais en plus lui il commence à être complètement bourré et il commence à complètement mal nous parler, à nous envoyer chier, à nous dire voilà qu'on est des moins que rien, etc. Donc nous double pression parce qu'on est sur place, nous on n'était pas bourrés, on était conscients et on voyait que ça marque pas. Et donc nous
à un moment donné, comme c'était le vendredi soir, on s'est dit, bon, écoutez, c'est pas grave, on rentre, on s'en occupe demain, on regarde le soir en rentrant, on s'en occupe demain ou dimanche. Voilà, on a encore 2 jours où bah, personne va toucher la Ouais. donnée. Et donc on a encore 2 jours pour faire cette migration, donc aucun souci, on prend tout en charge. Sauf qu'en fait, lui, il avait tout prévu, comme si c'était la soirée de l'année pour lui. Il avait ouvert le champagne, etc. Et en fait, le mec super désagréable, complètement bourré, il commence à nous envoyer chier, à nous virer directement du bureau, et on se retrouve un peu avec Simon dehors, à pas savoir si déjà, ben, on va pouvoir finaliser cette migration qui, mine de rien, en fait, c'était le début de l'agence, donc bah, Ouais. t'es obligé un peu de faire profil bas parce que en fait c'est plus ou moins le premier client. Enfin, dans les premiers clients, c'est les premières rentrées d'argent aussi. Ouais. C'était bon, une migration, voilà, c'est un certain coût. Quand t'es deux au début, c'est quand même pas négligeable. Euh, et donc on s'est retrouvé vraiment dans cette situation. Et au final, bon bah c'est bien passé. On a réussi à migrer, mais bon, nous après on a coupé court à la discussion parce que c'était pas possible de travailler avec quelqu'un d'instable comme ça. Mais c'est surtout que le mec, en fait, il était complètement bourré et même ses employés étaient super gênés pour nous. Ouais. Et même nous, on était gênés pour eux parce qu'on se disait, on sentait que c'était pas la première fois, quoi. Donc, Ah euh, ouais, en plus, ouais. donc moment gênant, quoi. Voilà, donc la morale de cette anecdote, c'est ne picolez pas pendant des soirées pro. C'est une morale que Ouais, je donne assez souvent finalement parce que c'est, hyper important et il y a des gens qui oublient beaucoup. Moi, j'ai vu des trucs aussi à des soirées pro où les gens étaient, dans des états pas possibles et tu là, tu te dis: «Mais comment?» enfin, c'est c'est ça, c'est les gens se lâchent. ouais, mais enfin, dans une soirée pro quand même, c'est un peu compliqué, c'est un peu C'est compliqué. ça. C'est tu te dis, tu es au milieu de ton réseau, enfin bon, donc ouais, bonne anecdote et en même temps assez marquante. Je pense qu'on s'en souviendra. C'est ça. Guillaume, est-ce que je peux te demander de résumer cet épisode, en 3 points qui sont les plus importants pour toi, que tu as envie que les gens retiennent, ou mettent en place d'ailleurs? Ouais, carrément. Du coup, premier point, segmentation. Sur la segmentation et l'enrichissement de données. En fait, il faut faire des enrichissements de données euh, très régulièrement. Moi, je conseille de regarder un peu tous les 6 mois sa donnée si elle est à jour. En tout cas, sur des gros enrichissements de données. Après, c'est bien si vous avez un ops ou une personne chez vous ou directement une agence qui regarde pour vous euh, tout au long en fait de ces 6 mois pour regarder s'il n'y a pas des problèmes de data, etc. Deuxième point, c'est d'exploiter au maximum en fait votre CRM parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui ont l'impression en fait de ne pas utiliser le CRM à son plein potentiel, et notamment HubSpot. Donc vous avez plein de petites features, plein de choses que vous pouvez faire dans HubSpot qui peuvent aussi remplacer d'autres logiciels que vous utilisez et que vous payez. Et vous pouvez directement tout tout centraliser dans HubSpot. Et le troisième en fait, c'est de donner aussi un c'est bien d'avoir un point de vue extérieur en fait sur son CRM parce que des fois quand on est dedans on se rend pas bien compte voilà de la donnée de ce qu'on fait, etc. Et c'est bien aussi de temps en temps d'avoir un audit externe. Alors je dis pas forcément d'une agence parce que ça m'arrange, mais voilà d'avoir un point de vue externe, juste un audit ou même vous d'auditer en fait votre propre instance pour regarder et remettre à plat ce qui a été fait. Guillaume, on arrive au terme de cet épisode. Est-ce que tu peux nous donner ton mot de la fin, le mot qu'on doit retenir, le mot qui est important pour toi? Alors, pour moi, le mot, ça sera créatif. Euh, Pourquoi créatif? Parce que je pense que justement, le marketing, ça prête bien au mot créatif. Et que des fois, en fait, faut un peu tenter des choses et ne pas avoir peur de se planter. Voilà, même si ça engendre un petit budget, prendre juste voilà une petite part, tenter les choses qu'on a envie de tenter et regarder si ça marche. OK, c'est un super mot. Merci beaucoup Guillaume d'avoir été avec nous. On se retrouve, très prochainement, peut-être pour un prochain épisode. Hem, Merci. Merci à toi.